Ça va, Jim? Un grand pardon, hein, excusez-moi, je n'étais pas là pendant 2 jours malheureusement. Contrainte administrative oblige. Voilà, donc l'administration c'est quelque chose dont j'ai vraiment horreur, mais Effectivement, moi aussi. T'inquiète, voilà. t'es pas le seul. Ça prend du temps, ça fait faire des kilomètres et voilà. Alors, j'ai dû rater un épisode parce que vous êtes là depuis un certain temps apparemment, vous avez déjà dû commencer à parler. Ouais, on Ça discutait. va faire une semaine qu'on est là. Monsieur Kobayashi, comment ça se fait que ton micro n'apparaisse pas sur mon écran? C'est normal? Parce qu'il s'est mis en secret en bas, tu sais, avec ta Ah, c'est patine. normal, c'est parce que je fais ça avec le téléphone en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, moi aussi, je crois. Du coup, j'ai le téléphone et j'ai le PC devant moi, c'est mieux. Bon. Comment vas-tu, Jim? Ça va, ça va. Ouais, t'as l'air fatigué, vieux. Hein. Ouais, 8 heures de train sans dormir depuis avant-hier, ça va. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Ça, c'est les aléas de la vie terrestre, hein, c'est comme ça. Effectivement, ouais, j'en sais quelque chose. Bon, alors, de quoi on parle ce soir? Bah écoute, moi personnellement, je veux bien parler puisque tu m'avais demandé expressément la dernière fois que tu as fait un live, tu m'avais demandé comment j'ai fait pour arrêter de fumer. Exact. Alors attends, depuis j'ai travaillé un petit peu de mon côté pour essayer de me remémorer comment j'avais fait ça. Et j'ai fait un petit manuscrit, d'accord? Donc bah écoute, je vais t'en faire part. Donc je vais l'écrire et puis déjà je vais l'écrire déjà pour donner un premier jet, d'accord? Je pense que ça peut intéresser. Oui, je pense que ça peut intéresser certaines personnes, tout à fait. Donc bah, je coupe le micro pour vous laisser entre vous et pendant ce temps-là, je pianote. Ok. Ouais, ça peut être une bonne. Ça peut aider certaines personnes qui n'arrivent pas à arrêter, effectivement. Bon. J'éteins ma cigarette et je suis là. Non, mais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de développer en privé ce que j'ai dit la dernière fois sur justement les addictions, la difficulté à arrêter les addictions et les possessions, c'est-à-dire les entités qui nous entourent. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Par exemple, il y a des entités, effectivement, dans le monde éthérique, qui viennent se nourrir de nos vapeurs, de nos vapeurs éthériques, de ce qu'on dégage, mais aussi des entités dans le monde du désir, dans le bas astral. Et on est entouré, effectivement, dans plusieurs plans, de plusieurs entités. On peut même être entouré d'entités qui sont même plus élevées que ça, et bien entendu, quand elles sont plus élevées, elles sont en général plutôt bénéfiques. Mais quand il s'agit d'addiction purement, on va dire, d'appétit matériel, d'appétit terrestre, comme par exemple les drogues, l'alcool, le sexe, le sucre, il y a des entités de ça. C'est-à-dire des entités qui se nourrissent de ce que ça leur apporte sur le plan éthérique. Parce que on transmute. Il faut quand même savoir que nous, quand on consomme quelque chose, on le transmute. On le transmute. On a un corps qui est une usine à transmuter. On avale des carottes et on les transforme en vitamines. On arrive à trier le bon du mauvais. On a un corps qui est un centre de tri, une usine extraordinaire de tri. Et on prend l'énergie des aliments et effectivement on dégage de l'énergie. Donc qui dit énergie dit monde éthérique, dit énergie vitale. Et dans l'énergie vitale, dans le monde vital et dans le monde éthérique en général, il y a des entités, on est peuplé d'entités autour de nous. Donc effectivement, quand on veut s'arrêter de fumer, de boire pour les alcooliques endurcis, ils sont entourés d'entités, les alcooliques par exemple sont entourés d'entités éthyliques, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des vapeurs éthyliques d'alcool qui se dégagent de nous, tout simplement. Et donc en fait, ces entités-là nous poussent à continuer et nous empêchent d'arrêter en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas cette volonté d'arrêter. C'est pareil pour la clope. La clope, la drogue, le pétard, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Et le sexe aussi. Alors le sexe, c'est encore pire parce que c'est des entités qui sont dans le monde astral. Et ouais. Donc quand je dis qu'il faut nettoyer à tout niveau. C'est pas seulement sur le plan physiologique qu'il faut nettoyer, mais il faut aussi nettoyer dans son aura. Il faut nettoyer dans son mental, dans son désir, dans son corps de désir. Donc
Il n'y a pas 36 milliards de façons de nettoyer. Il faut qu'il y ait un changement, une prise de conscience. Et c'est par la lumière qu'on nettoie. Hein, donc on nettoie par le haut. Hein. Donc évidemment, tout ce qui est neuvaine à l'église, tout ça, ça peut aider. Tout ce qui est nettoyage énergétique, aurique, par les diverses techniques de yoga, de faire fumer des encens, des méditations. Tout ça, ça fonctionne, mais des fois, il faut du temps, il faut persévérer. Voilà. Ah ben moi, je confirme que fumer détruit la vie, mais elle détruit la vie des autres, détruit la vie des gens qui ne fument pas et qui en respirent autant autour. C'est un petit peu le reproche que j'ai toute ma vie fait aux fumeurs. Quand ils te disent mais on a le droit, on est libre, ouais t'es libre, mais à ce moment-là reste dans ta bulle, quoi. Reste dans ta chambre, tu t'enfermes, et si tu as envie de respirer de la fumée nauséabonde, ça te regarde. Mais quand tu fumes dans un lieu public où tu fais respirer tout le monde, ta saloperie, ça ne te regarde plus, ça regarde tout le monde. Oui, Hein, c'est interdit. non mais à l'époque ça ne l'était pas, moi tu sais, j'ai chanté pendant 30 ans dans les pianos-bars et on m'a imposé pendant 30 ans la fumée de cigarette, et les musiciens c'est tous des fumeurs, et quand on se tapait des trajets des fois de 600 ou 800 bornes pour aller jouer dans un endroit, je me tapais dans la voiture, tu vois, 4 fumeurs, et je leur disais, voilà les mecs, vous m'imposez quelque chose, je suis désolé mais c'est de la dictature. Et ils n'arrivaient pas à comprendre, ils disaient que c'était moi qui les empêchais d'être libres de faire ce qu'ils veulent, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, moi, heureusement que ça devient de plus en plus interdit. Quand même pas oublier que c'est quand même une drogue. Ouais. Mais après, je suis contre l'interdiction, je suis pour l'interdiction dans les lieux publics. Voilà. Mais les gens ont le droit quand même de faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de se détruire, ça les regarde. Ouais, ben, enfin, tes potes, ils auraient pu faire un effort aussi, fumer plus à des pauses, etc., ou bien ouvrir les fenêtres, je sais pas, quoi. Non, mais c'est même pas ça. C'est que en réalité, je l'ai fait une fois le trajet avec eux. Après, je prenais ma propre voiture. Je peux pas rester plus de 5 minutes dans une voiture avec quelqu'un qui fume, moi. C'est impossible. Ni dans un Je avion, peux bien comprendre. ni dans un train, ni dans une salle à manger. Je peux pas. Je supporte Non, pas. mais normal. Maintenant, si je passe dans la rue avec ma clope à côté de toi, tu vas pas me foutre un pain, quoi. Mais... Non, je m'en fous complètement. Alors là. Voilà, bah, c'est ça. Nous, le problème, les fumeurs, excuse-moi, je suis fumeur encore. J'étais alcoolique, je ne le suis plus. Donc, j'attaque les problèmes les uns après les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans notre voiture quand on est tout seul, etc., quoi. Non, mais je suis d'accord, chacun a son libre arbitre à partir du moment où il ne pollue pas les poumons des autres à côté. C'est un petit peu la différence entre le fumeur et l'alcoolique, c'est que l'alcoolique, bon bah il se bourre la gueule, il se détruit tout seul, il détruit pas les gens autour de lui, sauf quand il rentre. Ouais. Sauf quand il est bourré et qu'il tape sur la gueule des les autres. Voilà, là d'accord. Mais sinon, le mec qui se bourre la gueule tout seul dans son coin, il dérange personne, hein, à part son foie. Voilà. Donc, pour l'instant, à part fumer dans la rue, pour l'instant, on fume pas autour des non-fumeurs. après, il y a plein de pays hein, dans le monde où tu vas encore être libre de fumer dans les lieux publics. Par exemple, moi, le jour où ils ont passé la loi pour les interdire en France, c'était le jour où je suis arrivé au Maroc. Et au Maroc, c'est vrai ce que je vous dis. Je vous jure que c'est vrai. Pendant 20 ans, j'ai prié pour qu'ils fassent une loi pour interdire les gens de fumer dans les pianos-bars. Le jour où ils l'ont passé, je suis arrivé dans un pays où tout le monde a le droit. Ils se sont dit, Jimmy se casse, on va faire la loi. Alors, tout ça pour dire que le nettoyage, pour ceux qui veulent se sortir de là, il y a un nettoyage énergétique à faire qui est quand même important. Parce que pour trouver cette volonté d'arrêter, justement, il faut se débarrasser d'entités que, évidemment, on ne voit pas, mais qui sont autour de nous. Et qui nous poussent à continuer à faire à faire nos trucs qui nous empoisonnent, en fait, mais qui, eux leur donnent satisfaction. Bonsoir, ça va? Bonsoir, bonsoir. Jim, excuse-moi de t'interrompre. Je vois Lord Sparta 71 qui dit par contre, je vapote de temps en temps. J'aimerais avoir, toi, ton point de vue au sujet de ce qu'on appelle la. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? La cigarette électronique. Ah, la cigarette électronique. Bah,
De toute façon, c'est quoi? C'est encore une connerie bon, non, c'est un commerce, vu le prix que ça coûte. Vu le prix que ça coûte, c'est encore une escroquerie. Bon, on sait que les produits qu'ils mettent dedans, c'est des produits toxiques. Ok. Bon. Donc si ça peut aider, effectivement, dans un premier temps, dans les 3 premiers mois, je veux dire, à t'arrêter vraiment, bah oui, pourquoi pas, mais si au bout d'un an, on est encore avec la cigarette électronique... Oui, effectivement, ça devient une addiction. J'ai des potes ici, ils sont à la chicha électronique. Mais, je vous jure, c'est vrai. Mais en fait, c'est hyper toxique. Ils se sont rendus compte que c'était plus toxique que la vraie chicha. Donc ils ont arrêté les deux. Et dis-moi, Voilà. tu fumes pas, toi Non, moi j'ai jamais pris de drogue et j'ai jamais fumé. Ça vient de la chance. Bah non, c'est un choix que j'ai fait parce que quand j'avais 15 ans, j'ai essayé comme tout le monde. J'ai compris tout de suite que c'était quelque chose d'extrêmement nocif. Mon corps l'a rejeté immédiatement. Ouais, c'est très bien. Enfin, je veux dire, tu as eu de la chance. Tu as un parcours qui est beaucoup plus dramatique que le tien. Je pense que fumer un vrai cigare, un vrai Havane de temps en temps, pour ceux qui aiment vraiment fumer, c'est beaucoup moins nocif que de fumer des clopes avec les additifs qu'ils mettent dedans, le papier, etc., les goudrons. Ouais, je pense. Fumer un vrai Havane, des vraies feuilles de tabac, je pense que c'est beaucoup moins nocif. Ouais, je suis d'accord avec Ouais, fumer la pipe. C'est encore pire. toi. Quand Le cigare, ça me donne envie de vomir. Ça pue le cigare. Effectivement, ça pue. Je confirme. Moi, ça me donne envie de vomir. Pourtant, je suis fumeur, mais quelqu'un qui fume le cigare, je supporte pas. Imagine si tu étais chanteur et que quelqu'un te fume au premier rang dans les narines. Ouais, je pense que c'est une question de sensibilité, tu vois, des individus, quoi. D'adaptation, etc. Et, moi, je connais des chanteurs, ils demandent carrément aux gens d'arrêter, d'écraser leur cigare. Moi, ça me brûle carrément la gorge. Je suis obligé d'arrêter de chanter, je peux pas continuer. C'est pareil aussi. Ouais. Pour les gens qui fument la pipe, ça pue. Et de toute façon, ça se voit, ils ont le teint. Les gens, au bout de quelques années, ils ont le teint blafâtre, ils ont le teint gris, les cheveux qui jaunissent. Ils sont même pas blancs, les cheveux, ils sont jaunes, quoi. C'est du blanc qui vire au jaune, c'est dégueulasse, quoi. Et les dents, les gens qui fument la pipe, les dents, elles sont toutes jaunes, elles sont cassées. Et les doigts aussi. Ouais, les doigts, les doigts jaunes. Ouais. Bon, enfin, ce qu'on voit pas, le pire, c'est ce qu'on voit pas, c'est les poumons. C'est sûr. C'est une catastrophe pour les poumons, c'est vraiment une catastrophe. Bref, enfin bon, on le sait, tout ça. Je pense que le meilleur moyen d'arrêter, pas commencer en fait. Bah, il y a une question de Galaxie Féerique qui nous dit est-ce qu'il faut voir un énergie. Ah là là, j'arrive pas à parler. C'est une bonne question. Pour se débarrasser des entités, faut-il voir un énergie. Ah, j'arrive pas à le dire ce soir. Un énergie. Ouais, un génétique. Un énergie. Repeat after me. Repeat after me. C'est dingue. Quand je vous dis que je suis fatigué, c'est vrai. Pour se défaire des entités. En fait. Non, mais en fait, il faut être sûr du mec, il faut être sûr que le gars soit capable de vous les enlever, c'est surtout ça le truc. En fait, je pense que la meilleure chose à faire, d'abord, c'est de commencer à faire son nettoyage personnel, c'est-à-dire d'arrêter vraiment de pratiquer cette addiction. Deuxièmement, d'essayer de ventiler au maximum son appartement si vous êtes fumeur, et puis de faire brûler de l'encens et de remplacer cette odeur de clope qui a collé partout sur les murs par autre chose, et puis de faire un grand nettoyage. Et puis d'aller faire même si vous n'êtes pas croyant, d'aller faire une neuvaine à l'église. C'est-à-dire 9 jours de suite, aller à la messe le matin et prendre l'hostie directement de la main du curé. Je pense que ça, c'est vraiment un nettoyage aurique qui est très efficace. Alors, je sais, il faut avoir envie de le faire, mais c'est très très efficace pour nettoyer, et même pour nettoyer les magies noires quand on a subi un exorcisme. La neuvaine est vraiment, vraiment très efficace. Ça, c'est un truc, c'est
un exorciste qui m'a passé il m'a dit qu'il fallait faire ça. Et on l'a constaté, le nettoyage est beaucoup plus rapide quand on passe par une veine. Marrant, hein. Et nettoyer la maison avec du sel aussi. Du gros sel. Au sel, Faire brûler des feuilles de laurier aussi. Ouais. de sauge. Sauge, ouais, sauge. Ça peut Oui, aider aussi à saigner l'air et à pas supporter l'arrêt de la fumée, je pense. Je vais essayer ça, un de ces quatre. Alors, il y a la Galaxie qui nous redit, moi, mon addiction, c'est le sucre. Alors, je comprends très bien cette addiction. Il y a une vidéo qui circule qui s'appelle elle a supprimé le sucre pendant 1 an. Ouais. Regarde-la cette vidéo. Mm. La neuvaine, c'est 9 jours de suite la messe à l'église. Il faut commencer n'importe quel jour, sauf un vendredi. Ah oui, quand même que je le précise. Vous pouvez Sauf commencer. si on fume du poisson. J'ai pas compris. J'ai dit sauf si on fume du poisson. Ouais, d'accord. Alors, bien sûr, oui. C'était pour détendre. Non, mais heureusement qu'il y a des choses puissantes dans les prières chrétiennes, il y a des choses puissantes. Il y en a aussi dans les prières musulmanes, dans certaines prières de toutes les religions, il y a des choses qui sont puissantes pour le nettoyage énergétique et aurique. Il y en a aussi dans le bouddhisme, il y en a partout. Voilà, donc il faut aller voir le curé, et puis il faut lui dire voilà, je voudrais faire ça. C'est gratuit. Par contre, il faut prendre l'hostie directement de sa main, il ne faut pas la toucher avec votre main. Ouais, il ne faut pas commencer un vendredi, voilà, c'est ça. Tout simplement. Après, en ce qui concerne le nettoyage physiologique, il n'y a rien de mieux que des tisanes composées. Alors là, ça dépend des gens, mais faire des tisanes composées, il faut en boire un certain nombre pendant au moins 2-3 mois. Là, c'est chiant, il y a un micro qui tombe. Je crois que c'est le Cambroussard. Ouais, excusez-moi. Est-ce que tu peux mettre ton micro en push and talk, s'il te plaît? C'est quoi ça? Bah, tu vas sur en bas à gauche, à côté de ton nom, il y a une petite étoile. Tu cliques dessus et tu vas configurer ton micro pour que tu ne parles que quand tu... Non, pour que ça ne fonctionne que quand tu appuies sur un bouton. Ah ouais, non, c'est que j'ai changé un branchement, c'est pour ça. Ouais, mais ton micro est sans arrêt branché. En fait. Moi, Jim, je pense que c'est possible que ça vienne de chez moi parce que j'ai des soucis de paramétrage. Bah écoute, j'allumerai mon micro. En tout cas, vos parasites nous brouillent l'écoute, pour ceux qui connaissent les contrepétries. Oui, il nous brûle l'écoute. Est-ce que les mantras... Alors, Lord Sparda qui nous dit qu'est-ce que je pense du mantra OM? OM. Bah, c'est bien, mais ça suffit pas pour ça. C'est pas un mantra de nettoyage de OM. Non. Tisane, faire des tisanes pendant 2-3 mois. Puis changer d'alimentation, évidemment, changer ses habitudes de vie. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle d'autre chose? Mais si je peux finir, concernant la cigarette, constatation personnelle, il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne de 7 jours et franchement, pas envie de fumer pendant, voilà. Donc ça peut aider quand on veut arrêter de fumer. Bon, évidemment, j'ai encore tenu 3 jours après, puis comme un con, j'ai replongé, quoi. Mais voilà, mais sinon, c'est vachement efficace, quoi. Alors, ce soir, on devait avoir un spécialiste du jeûne, puisque il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Discord par en privé qui s'appelle, je crois, Saïd. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et qui m'a demandé s'il devait arrêter son jeûne. Il a commencé il y a 100 jours. Je lui ai dit qu'il était temps d'arrêter. Alors, parce que 100 jours de jeûne, c'est plus un jeûne, c'est plutôt une grève de la faim, là. Donc, je ne sais pas s'il est là ce soir. Il voulait me parler. Il voulait qu'on en parle. Il est passé. Il est peut-être mort. Non, il est passé tout à l'heure. C'est Sadi, je crois. SADI. D'accord. Il y a aussi quelqu'un qui me demandait ce que je pensais de l'homéopathie uniciste.
Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'elle entend par l'homéopathie uniciste. Donc, elle me donne des précisions. Jim, tu m'entends? Ouais, j'entends. Eh ben, c'est moi qui t'ai posé la question pour l'uniciste chez Chaffinette. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi Alors, écoute, j'ai été à un rendez-vous de quartier, là, une réunion du quartier, sympa, cette semaine, et j'étais à côté d'une dame, je lui parlais de toi et de l'homéopathie, tout ça, et elle m'a dit qu'elle avait été voir il y a quelques années, mais il est mort maintenant, ce monsieur, à Montpellier, et donc c'est de l'homéopathie, mais unidose. Elle avait très très mal aux os de tout le corps. Bien sûr, la médecine allopathique n'a rien pu faire pour elle. Et ce médecin uniciste, en fait, c'est de l'homéopathie, mais monodose. Il lui a donné une dose. Elle a énormément vomi tout de suite après. Et tout est rentré dans l'ordre. En fait, l'homéopathie, à part de rares cas où on fait des complexes, comme chez Lenning ou l'oscillococcinum, elle est la plupart du temps, elle est uniciste, alors dans ces cas-là, parce que les doses sont toujours un seul principe. C'est un seul principe non actif, c'est une seule vibration, une seule vibration. C'est toujours quand on prend une dose homéopathique, elle est toujours unique. Il n'y a pas de mélange. Je ne sais pas pourquoi elle faisait la distinction, mais c'est vrai que quand on va sur Google, il faut lire. Je n'ai pas eu pris le temps de lire. Et quand tu tapes uniciste, il y a plein de sites qui en parlent, homéopathie, uniciste, qu'est-ce que c'est, etc. Oui, non, parce que des fois, il y a des complexes. C'est vrai que chez Lenning, ils font, je ne sais plus si c'est le L, je ne sais plus comment on appelle ça, le L, quelque chose contre le rhume, là. L52. L52, voilà, il y a plusieurs principes à l'intérieur, donc ils ont mélangé plein de trucs. Le oscillococcinum aussi, il y a plusieurs choses dedans. Mais sinon, en général, l'homéopathie, elle est uniciste. Alors, en ce qui concerne les doses, ce que lui a fait prendre son homéopathe, c'est tout simplement des nosodes. C'est-à-dire, il lui a fait prendre des doses en 15 ou 30 CH. Et c'est la dilution qui permet de dégager justement, en général, les germes, donc les virus, les grandes infections. Donc, faut pas rigoler avec les doses à 30 CH, on les prend pas n'importe comment. Et effectivement, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait prendre à la personne pour qu'on ait un résultat. Sinon, on lui fait avaler que du sucre. Voilà. Elle me parlait aussi de son mari qui a eu parce qu'il est assez blanc de peau, il a fait un énorme coup de soleil. Il a eu pareil une dose. Suite à ça, il a eu une éruption de plein de petits boutons rouges. Et ensuite, il s'est vraiment guéri à une vitesse incroyable, grâce à cette monodose. Ça prouve l'efficacité du message que contient l'homéopathie, qui va parler à votre système. Alors, est-ce qu'il parle au système immunitaire? Est-ce qu'il parle au microzima? Moi, je pense qu'il s'adresse au microzima, qui, justement, on en reparle en ce moment. Là, on en parlait avec, je ne sais plus avec qui, avec Metotsu, qui sont en train de parler sur FECA. Les microzima, c'est la découverte de Béchamp, à l'époque de Pasteur. Et ce sont ces micro-organismes qui sont à l'intérieur de notre système immunitaire et qui réparent notre corps, en fait. Et c'est plus petit que les globules rouges. C'est vraiment des micro-organismes. Alors maintenant, on les appelle nanoparticules ou nanocellules, je ne sais plus, on leur donne des tas de noms. Mais Béchamp avait découvert ça au 19e siècle déjà. Et ce sont des microparticules qui sont, à mon avis, qui constituent une partie de notre système immunitaire. Et à mon avis, l'homéopathie s'adresse en priorité à ces organismes, à ces micro-organismes-là. Donc, on la voit, l'efficacité, elle est claire. Oui. Oui. Il y a pas mal de témoignages. Justement, Jim, je voulais te poser une question sur les microzima, quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai vu le documentaire, il a l'air intéressant, mais en fait, corrige-moi si je me trompe, j'ai compris que en fait les virus ne venaient pas de l'extérieur, c'était le microzima qui, quand il y avait une faiblesse interne, qui se structurait en forme de virus. Donc finalement le virus c'est une autre création, il vient pas de l'extérieur, il n'y a pas de contagion. Mais alors du coup, comment tu expliques les grandes épidémies, je sais pas, de peste, etc. Oui, j'ai entendu ça. Faut pas oublier que ça, ce sont des travaux qui se sont arrêtés à la fin du 19e siècle, il me semble. Donc, si on avait continué à chercher dans cette voie-là, et d'ailleurs c'est ce qu'on recommence à faire maintenant, je pense qu'on aurait peut-être très certainement changé pas mal de dogmes qu'on avait déjà établis. Notamment, il prenait aussi la prise de sucre, qu'il fallait absolument consommer du sucre pour nourrir les microzymas. Oui, c'est bizarre.
Oui, alors que ça va à l'encontre justement de tout traité naturopathique. Donc, en fait, moi je pense que s'ils avaient continué à chercher, s'ils avaient repris les travaux de Béchamp et s'ils avaient approfondi, je pense qu'on aurait, aujourd'hui, on en serait à d'autres conclusions. Moi, je pense pas que les virus ne sont qu'à l'intérieur de nous. Je ne le conçois pas. Je ne Oui, vois oui. pas comme ça. C'est vrai qu'ils Enfin, montrent. je Tu ne te rappelles permettrais pas ouais. de contredire un grand savant comme Béchamp, mais je pense qu'il n'est pas allé au bout de ses travaux, que je pense qu'il y a encore des choses à approfondir dans son domaine. Tout comme il y en a Oui, aussi dans la vaccination, on est allé trop loin aussi dans le délire, je pense. Oui, c'est vrai qu'ils expliquent dans le document qu'on étudie le sang mort, on lui fait subir un tas de... voilà, c'est du sang mort en fait que les scientifiques aujourd'hui étudient sous le microscope, alors qu'en principe, il faudrait étudier dans des microscopes spéciaux de telle sorte que le sang soit vivant. Et c'était que dans cette condition qu'on voit ces petits micro-organismes qui gravitent autour qui baignent dans le sang et qui gravitent autour des cellules et qui sont comme des briques, j'ai l'impression, des constructeurs. C'est elles qui apportent les aliments, l'oxygène, et même elles peuvent se structurer en donnant des formes différentes et variées, comme des virus. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris là, quand il expliquait qu'ils prenaient des formes de bâtonnets ou des formes selon des formes de microbes finalement, quand ils se devenaient dangereux pour le corps. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je pense que ces micro-organismes répondent énormément à la vibration sonore et je pense que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo où on voit les cellules simples, on voit l'eau à l'intérieur des cellules tout de suite prendre des formes géométriques. Ah oui, c'est super ça. Je pense que ce sont ces micro-organismes qui répondent énormément à ça. Oui, ça peut faire une similitude avec ce phénomène, effectivement. Ouais. Et oui, et comme on est entouré maintenant, dans notre ère technologique, on est entouré en permanence de Wi-Fi, donc de toutes sortes. Ouais. Je pense que nous, on est structurés en permanence, donc ça serait quand même vachement. Moi, je pense que la médecine du futur, je pense que ça va être basé sur le son et les fréquences sonores. Oui, c'est vrai. Tout est vibration. Je le sens comme ça. J'ai vachement hésité d'ailleurs à faire une formation de musicothérapie parce que c'est vachement intéressant, mais je pense qu'ils ne sont pas encore assez développés. Tu sais, justement, à ce propos, moi, il y a une école à Montpellier, juste à côté de chez moi, en plus, le hasard, de massage par le bol tibétain. Et on te pose d'énormes bols tibétains et par les vibrations, ça me donne envie. Ça coûte 260 € la formation sur 2 jours, mais je me suis jurée de la faire, celle-là. Moi, j'avais commandé les bols chantants en cristal. Oui. Donc, j'avais les 7 tons de la gamme. Donc, il y en a qui sont énormes. Hein. Ils font un son absolument prodigieux. Oui. Et je les avais commandés tous les 7. Je les avais. Oui. Effectivement, c'est hyper puissant. Oui, mais je me suis... Non, j'ai arrêté de m'en servir parce que justement, je savais pas où j'allais avec. Donc j'ai dit non, je préfère attendre. Ah. Je vais étudier ça parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Parce que tu sens que selon la note que tu utilises, il y a des gens qui réagissent extrêmement mal. Hein. Oui, tout le monde n'aime pas, hein, j'ai l'impression. Non, et puis je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines notes parce que c'est pas très fort. Donc, on n'en est pas, à mon avis, on n'est pas encore assez à la pointe, on n'a pas fait assez de recherches là-dessus. Mais effectivement, c'est hyper puissant. Cette école à Montpellier s'appelle, je crois, Jocat Pandora. C'est un des plus gros vendeurs de bols chantants d'ailleurs sur Internet. Ouais. Sinon, déjà, avec la guitare, tu pourrais essayer de t'accorder en 432. Oui. Parce que le La 432, c'est la même résonance que l'eau. Ah bon? Et après le Sol, par exemple, c'est la même résonance que la Terre. Etc. Quoi, une note par élément. Excusez-moi, Jim, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux m'apporter au niveau de tes connaissances par la puissance de l'esprit? On n'a pas entendu. Je parlais à Jim, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pouvait m'apporter comme connaissance
Par rapport à la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, oui. Faut travailler. Qu'est-ce que tu appelles l'esprit? Il faut bien la définir, ta question. Qu'est-ce que tu appelles l'esprit? Effectivement, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que j'appelle l'esprit? C'est lié à l'âme, c'est lié à ce qu'il y a au-dessus de l'âme et encore au-dessus, et ce qui vient d'encore au-dessus, tu vois? D'accord. Donc, tu veux dire la puissance de la présence. Ok, ouais, là, ça me parle, ça. D'accord. Alors, la puissance de la présence de lumière, en fait. Oui. D'accord. Lumineux. Bah, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ouais, d'accord. C'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. Donc, ça fait partie du travail de reconnexion qui nous est demandé. Donc, il y a toute une panoplie de. Panoplie. Il y a toute une ribambelle d'invocations à faire. Est-ce que tu peux couper ton micro pendant que je parle, là, s'il te plaît, Dragon? Juste le couper pendant que je te réponds. Merci. Donc, il y a toute une ribambelle d'invocations à faire pour justement attirer sur soi la lumière de la présence. On peut invoquer sa protection dans le tube électronique de lumière. On peut demander aussi, des tas de choses en fait. Mais si on n'est pas connecté un minimum à son âme, ça va être difficile. Alors la présence, elle est toujours là, elle nous entoure toujours, on est toujours entouré justement de ce cercle, de ce tube électronique de lumière qui est la première chose qu'on voit quand on décède, ou quand on fait une mort, ce qu'on appelle une mort clinique. Le fameux tunnel de lumière que l'on voit, en réalité, c'est pas un tunnel qui nous amène dans l'au-delà, c'est notre tube électronique de lumière qui nous entoure. Et qui a une forme conique, exactement comme dans le dessin de la présence Ayam, pour ceux qui connaissent. Il y a c'est une forme conique qui est au-dessus de nous, en fait, qui vient vraiment de notre centre coronal. Et c'est un tube électronique qui nous entoure, de lumière blanche. Et quand on meurt, on sort de notre corps par le sommet du crâne, et donc on voit, la première chose qu'on voit, c'est ce tunnel de lumière qui est notre tube électronique de la présence, et qui en fait nous évite de nous égarer et qui nous ramène par un chemin sûr et protégé justement. Donc c'est quand même hyper intéressant de savoir que ce tube électronique est sans arrêt autour de nous. Et que c'est à nous de l'activer. On peut l'activer par des méditations, par des invocations que je vous partagerai très bientôt sur VK, Facebook, tout ça. Je vais créer un groupe spécial pour ça. Voilà, ça fait partie des projets de l'année, là, on va travailler là-dessus. Donc, par rapport à la puissance de cet esprit, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est la finalité de tout humain d'arriver à se reconnecter avec notre présence de lumière qu'on appelle la monade en occultisme, qu'on appelle la présence Ayam dans le New Age de Saint-Germain, ou alors qu'on appelle la présence je suis, encore, elle a plusieurs noms. Et c'est notre corps de lumière, tout simplement, notre vraie source. À savoir que l'âme est en dessous de ça. L'âme est un véhicule aussi, qui nous permet d'évoluer sur des plans qui sont supérieurs aux 3 plans de l'ego, mais ce n'est encore qu'un véhicule, alors que notre véritable nature est lumière et justement cette présence de lumière. Voilà, donc quand tu me parles d'esprit, si tu me parles de la présence, c'est une chose. Si tu me parles de la volonté concentrée du mental supérieur, c'est autre chose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je ne sais pas si ça te va comme réponse. Excuse-moi, Jim, je contemplais l'image là de Vic. Je ne comprends pas ce que je dis donc. Donc en fait, ce qui va te parler, c'est quand on va attaquer la présence Ayam, qu'il y aura des croquis et des dessins qui vont te permettre de comprendre davantage. Mais justement, pour comprendre ça, c'est bien d'étudier les schémas de l'ego et du mental et de l'ange solaire, du moi supérieur. Ça permet déjà de comprendre les plans inférieurs.
On n'entend plus rien là. Bah, en fait, vous n'entendez plus rien parce que j'ai arrêté de parler, tout simplement. D'accord. Moi, je voulais vous raconter une petite histoire. Bah vas-y, lâche-toi. Bon. Alors, donc en ce moment, j'aime bien aller dans un temple tibétain, très très gros temple tibétain, pas loin de Montpellier, à 1 heure d'ici. Et on fait des méditations collectives toute la journée, le samedi du matin jusqu'au soir. Et là, c'était la première fois donc, que j'allais pour cette méditation collective. On se retrouve à plusieurs, c'est très sympa, les gens sont bien disposés, enfin, tout est amical, etc. Et ce jour-là, il faisait très froid, il neigeait, il faisait vraiment pas beau. Il y avait des bourrasques de neige. Et le temple est au creux d'une colline, donc quand on descend, ça va, dans le froid et tout ça. Mais après, j'avais toute la journée très peur du moment où il fallait repartir à la maison, remonter au parking. Et la côte est très difficile à monter. Avec le froid, la neige, je me disais, mon Dieu, ça m'avait angoissé toute la journée, cette idée de remonter, suffoquer à la côte. Et puis à la fin de la méditation, le moine, là, il nous a fait méditer. Il nous a dit, maintenant, vous allez faire un exercice, vous allez choisir quelque chose qui vous angoisse, une peur, une angoisse, peu importe laquelle, que vous avez en ce moment dans votre vie. Et vous méditez sur ça, c'est-à-dire vous l'observez, hein, vous vous observez, vous voyez les effets que ça fait sur vous, mais sans raconter des histoires, hein, sans rentrer dans les détails. Là, et puis si je fais pas ci, enfin bref, c'était juste observer cette frayeur. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser ça. Hein. Je me suis dit, j'ai médité sur la frayeur que j'avais d'aller remonter dans ces bourrasques de neige, dans le froid, et que j'allais être haletante, etc. Et il nous a dit, vous verrez, il se passera quelque chose, un petit miracle. Ah bon, je dis, oh bon, c'est quoi cette idée? Bon, je dis, écoute, je vais le faire quand même. Je médite sur cette frayeur-là de remonter. Et là, bien sûr, le moment fatidique où la séance se termine arrive et où je me prépare à remonter la côte dans les bourrasques de neige avec la glace par terre, etc. Je me dis, je vais me casser la figure, ça va très mal se passer. Et là, tout doucement, je prends mon gros sac bien lourd et puis je monte. Et d'un coup, il y avait ces fameuses bourrasques de neige qui me faisaient peur quand j'étais dans le temple et je voyais par la fenêtre. Et ben, ces bourrasques, elles me soufflaient dans le dos et elles me poussaient. C'est comme si que quelqu'un me poussait avec ses mains dans le dos et je trouvais ça magnifique. Donc du coup, je suis montée très facilement et j'avais tout le vent dans mon dos qui m'aidait à monter. Et c'était une toute petite histoire de rien du tout, mais je me suis dit, franchement, il avait raison, le moine. Et ben voilà, c'est cette bourrasque dont j'avais peur qui finalement m'a aidé à monter encore plus facilement. L'acceptation. Oui, et puis ne pas avoir peur, parce que justement avant, il nous avait fait une méditation, une autre, en nous disant, bon, il nous a passé un moine tibétain qui faisait nous raconter une histoire, une image. Quand on a quelque chose qui nous fait peur dans la vie, une angoisse, etc., en général, le réflexe, c'est pas de regarder la chose en face, c'est d'essayer de lui tourner le dos, de ne pas rentrer dedans, ne pas méditer dessus. En gros, l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas. Mais il expliquait que c'était pas la solution. Parce qu'il donnait une image, il a dit par exemple, imaginons que vous ayez peur des lions. Alors il y a un énorme lion devant vous, vous avez peur de l'approcher, etc. Parce que vous commencez à vous faire toute une histoire, il va manger, il va vous mordre, il va vous tuer, etc. Alors que si vous avez le courage de regarder le lion en face et de vous en approcher tout doucement, et de ne pas avoir peur de faire face, et ben en approchant, vous allez vous rendre compte que le lion est empaillé et qui fera aucun mal en vérité. Et ça allait bien dans ce sens. Voilà. Il faut contempler ses frayeurs, mais aussi oser les regarder dans les yeux, quoi, ne pas tourner le dos, et puis finalement, ça s'arrange tout seul. C'est intéressant, ça prouve que effectivement l'autosuggestion aussi a un pouvoir gigantesque. C'est comme ça qu'on affronte ses peurs, justement, en se reprogrammant, en acceptant la peur et en essayant de comprendre d'où elle vient.
on peut justement la chasser et la remplacer par de la lumière et se reprogrammer comme un disque dur tout vierge en fait. Oui. Et on est vraiment, le mental est vraiment une matière, parce que c'est une matière, hein, le mental c'est de l'énergie, c'est une matière, c'est de l'énergie, mais c'est une matière qui est extrêmement programmable. Il suffit de toute façon de voir les travaux de tous les grands hypnotiseurs. Ils peuvent vous persuader d'être un singe, un oiseau. Oui, c'est ça. C'est dingue. Je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Même de ne plus avoir du tout peur des araignées quand vous avez une phobie, ils vous la prenaient dans la main 10 minutes après. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Ah oui. J'ai même vu une personne sous hypnose qu'on a brûlée avec une cigarette. Il lui a dit qu'elle n'aurait aucune séquelle. Elle n'a eu aucune séquelle. Elle n'a pas eu de cloque ni de croûte. Alors qu'on lui a mis la clope pendant au moins 15 secondes sur la peau. C'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est même à se demander si on n'est pas effectivement des êtres virtuels qui n'existent pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment le film Matrix, hein, on est vraiment là-dedans. On commence à s'intéresser à l'hypnose. Donc effectivement, les peurs, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que ce n'est qu'une illusion, c'est une programmation. C'est nous qui faisons notre film, Jim. Complètement. Voilà, c'est ce que je pense. Et en général, les peurs et les phobies sont auto-alimentées, c'est-à-dire voilà, on les alimente nous-mêmes. En entretien, on met des bûches dans la cheminée en permanence. Alors. Et bien, ça témoignage. Ça rejoint la physique quantique finalement. Hein, je pense qu'on est à deux doigts là de le démontrer. De toute façon, ils ont déjà prouvé qu'en physique quantique, l'état de la matière dépend de l'observateur. C'est-à-dire que si on a envie de voir l'électron en haut à gauche, on le voit, et au même instant, un autre qui observe l'électron qui tourne autour de l'atome en même temps que nous, eh ben lui, il va le voir en bas à droite parce que c'est l'observateur qui détermine l'état de la matière en physique quantique. Et ben si on extrapole ça, ça veut dire que c'est nous qui voyons le monde comme on a envie de le voir, c'est nous qui le figeons dans la position où on a envie de le voir. Donc si on a envie de voir le mal, on va voir le mal, on va le réaliser. Et si on a envie de voir le bien, on a de fortes chances, je pense, de réaliser le bien. Accepter notre divinité. Oui, c'est sûr. Ouais. On est bien plus puissant que ce qu'on pense. On a tendance à se dénigrer, à se sous-estimer. C'est-à-dire qu'on rajoute, comme il disait avec les peurs, on rajoute avec le et en fait, la divinité, c'est enlever des choses, au contraire. Alors, il y a Galaxy qui nous demande comment faire pour déprogrammer ses peurs. Y a-t-il d'autres méthodes que l'hypnose? Alors, j'ai entendu parler d'une méthode, s'appelle NERTI. J'ai moi-même voulu voir un peu ce que c'était. Alors, je me suis inscrit, pas inscrit, mais j'ai demandé à recevoir les vidéos pour voir un petit peu ce que c'est. Et j'ai reçu derrière pratiquement une vingtaine de vidéos racoleuses qui me demandent 2500 ou 2800 € pour participer. Donc, je ne peux pas vous aiguiller vers cette méthode, parce que d'abord, primo, je ne l'ai pas testé, mais il paraît que c'est très bien, mais bon, c'est payant, voilà, c'est cher. Je ne sais pas. Alors, s'il y a des gens qui ont expérimenté, ils en parleront mieux que moi. Moi, je sais que dès qu'on me demande 3000 € pour un stage, je ne le fais pas. Voilà. D'autres méthodes maintenant pour déprogrammer ses peurs, tu sais, à part le travail en conscience, hein, comme disait, je crois que c'est Chaffinette qui vient de dire ça, il faut regarder ses peurs en face, il faut essayer de les faire sortir à la lumière, au grand jour. Elles détestent ça, les peurs, hein, elles vivent cachées, et un peu comme le gang des pouces rouges, vous voyez. Et donc tous les gens qui ont peur vivent toujours cachés. Les peurs, elles vivent dans le noir, elles vivent dans... Donc dès qu'on les met à la lumière et qu'on les remplace par de la lumière, elles disparaissent relativement rapidement. Alors il faut trouver des bons thérapeutes qui travaillent comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ces thérapeutes, moi j'en ai connu, qui remplacent justement par un travail en conscience, on descend dans vos peurs, hein, dans un état de relaxation qui pourrait ressembler à un genre d'hypnose, mais qui n'est pas forcément une hypnose totale. Et on remplace les peurs par de la lumière. On prend conscience de où on a peur, de cette peur, à quoi elle nous ramène. En général, elle nous ramène souvent à l'enfance.
Elles peuvent nous ramener à des anciennes vies, donc il faut aller chercher, il faut aller fouiller. Il faut tomber sur des bons thérapeutes, c'est tout. Hein. Mais il n'y a pas de miracle, hein. Il ne faut pas s'attendre à des miracles en ce qui concerne les peurs, c'est vraiment un travail en conscience. Il n'y a que l'hypnose qui propose de débarrasser de phobies sans travail en conscience. Et c'est là où moi je m'interroge et où je me demande si c'est quand même très efficace dans le long terme. Je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Je me demande. Je sais que Ivanov, je crois que c'était Ivanov qui avait répondu à cette question. Il avait dit que si on ne travaille pas en conscience vraiment, il n'y a pas de guérison. En fait, on a une amélioration de l'état, voire on peut se sentir guéri un certain temps, mais ça finit par revenir. Stade Maillot, non. Là, il a envie qu'on parle politique. Non, Jérôme, Tiens, je me trompe. avant de parler politique, tu connais Alain Benjamin? J'ai entendu parler, ouais. Il est pas loin de chez toi, normalement. Ah, ça, je sais pas. Si, il vit au Maroc, tu tapes sur... il y a son adresse, il y a tout ça, il y a un petit bout de YouTube aussi. Je sais un copain à moi. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde est en train de se prendre, de prendre ses valises et de commencer à entrevoir d'aller vivre ailleurs, parce que les alerteurs sont tellement dans le collimateur du gouvernement français et qu'il n'y a plus tellement de solutions maintenant. Quand on voit les, je sais plus, comment il s'appelle, Rissen, c'est Rissen qui est parti au Japon. Il y a Thierry Messant qui est en Syrie. Il y a tous ceux qui ouvrent leur gueule et qui dénoncent les choses, ils sont plus en France. Donc il y a Soral qui, je pense, est en train de se tâter pour partir carrément en Corée du Nord. Ouais. Bon. Ben oui, Non, mais oui. là, c'est pas, je t'en parle parce que les musiciens et les groupes, peut-être que... Ah, il est musicien, d'accord. Ah, voilà, c'est pour ça, c'est un bassiste, c'est un copain à moi. Comment tu l'appelles? Alain Benjamin, B-E-N-A-M-I-N. Non, ça me dit rien. Bah, il avait fait un groupe qui s'appelait Rainbow Culture Group, quoi. Ouais, non, ça me dit rien du tout. Enfin, si tu connais un peu les trucs exotiques, et patata. Bah, mais mets-nous en contact, comme ça. Ah bah, moi, j'ai perdu le contact. J'ai juste qu'il était au Maroc et qu'il travaillait dans un centre végétarien, d'accueil, du tourisme. Après, c'est clair que quand on commence à parler des pays étrangers, même quand on critique la Corée du Nord, et où on suppose qu'ils sont attardés, que c'est un régime communiste, etc. Et puis quand on y va, et qu'on voit comment ça se passe sur le terrain, qu'il n'y a pas du tout de délinquance, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas de viol, que tout le monde se respecte, que les institutions sont respectées, que la police respecte les gens et que les gens respectent la police, c'est vrai que ça nous fait un contraste assez énorme avec ce qu'est en train de devenir la France. Ça peut donner envie d'aller y habiter. Moi, je peux comprendre. Pour être optimiste, Dim, moi, tu sais, quand on regarde ça de loin, finalement, de haut, c'est vrai que la France souffre en ce moment, mais c'est comme pour un humain, une maladie. Voilà, des fois, on passe dans des moments où on est malade, où on n'est pas bien, où les choses ne vont pas bien. Mais j'ai remarqué, c'est toujours un mal. C'est bête ce que je dis, c'est la vérité de la palissade, mais c'est un mal pour un bien. Parce que quand on est au bout du trou, au fond, c'est là qu'on développe des forces, de la spiritualité, des choses, on avance, on progresse. Donc je pense que peut-être que la France est malade aujourd'hui, mais ça fait un peu mal au cœur d'un côté, mais d'un autre côté, ça va nous permettre d'évoluer, de progresser. Ça dépend, parce que la France, elle est malade parce qu'on est en train de lui oculer dans ses veines des virus, des bactéries, des choses qui pourraient être justement incurables. Donc il ne faut pas aller trop loin. Sinon, la France va mourir. Alors moi, je crois pas, je pense qu'elle va se relever, mais si on commence à l'amputer d'un bras, d'une jambe et la moitié d'un poumon, parce que là, c'est ce qui est en train de se passer, hein, elle est dans un très 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 mauvais état. Hein. Et moi, quand je parle de la France, je parle surtout de l'identité nationale. Récemment, j'ai fait des publications sur mon Facebook qui n'ont pas plu à certaines personnes qui me suivent depuis longtemps et qui m'ont dit que j'étais en train d'encourager le système parce que je dénonce les racailles de banlieue. Non, mais attendez,
on a le droit de parler quand même de ce qui se passe. Je veux dire, j'encourage pas le système en disant que, effectivement, nos élites ont encouragé la mise en place de ghettos et ont laissé dans ces ghettos perdurer des gangs de gens qui sont des barbares. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on dit qu'il n'y a que le système, il n'y a que les politiques qui sont responsables de ce qui se passe dans les banlieues, c'est pas vrai. Il y a des gens dans les banlieues qui ne sont pas ni des barbares, ni qui ont aussi peu de chance que les autres de leur quartier, mais qui arrivent quand même parce qu'ils ont envie de s'en sortir et qu'ils n'ont pas envie d'aller tabasser des flics et de renverser des voitures. Donc les barbares, là, ils sont autant responsables que les politiques. Il ne faut pas oublier que je viens d'une ville de la banlieue du 93 et que je sais ce que c'est que la racaille. Hein. Je sais ce que c'est que la pauvreté aussi. Et j'ai connu des gens qui étaient très pauvres. D'ailleurs, en général, ceux qui s'en sortaient mieux à l'école, c'était ceux qui étaient d'origine asiatique et portugaise. Ils travaillaient très bien à l'école. Et c'est vrai que tout ce qui était du continent africain, nord-africain, ils étaient à la traîne, il faut le dire. C'est pas être raciste que de le dire, c'est un constat. Et on a laissé ça dans cet état-là parce que je pense que déjà dès le départ, c'était une volonté de faire affronter les Français qu'on appelle les sous-chiens avec ces populations subsahariennes et maghrébines. Et que je pense qu'il y avait déjà à l'époque dans l'air qu'un jour, il faudrait que la France sous-chienne blanche soit remplacée. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, quand tu remplaces ton sang, quand tu remplaces, tu mets des membres qui ne sont pas les tiens, comme tu mets des... Ça va plus, ça marche plus. Hein. Dim, Non. Dim, moi je suis de sang mélangé. Mon père est algérien et puis ma mère est française. Et j'adore mon... Moi aussi, je suis de sang même. Tu vois, toi aussi. Moi aussi, j'ai des origines italiennes aussi. On est bien tous mélangés, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la terre qui te nourrit, la terre où tu es bien, la terre qui t'appelle. Tu sais pas pourquoi. Peut-être que dans une vie passée, j'étais là. Donc c'est plus compliqué que ça. Et peut-être pour contrebalancer ton pessimisme, Jim, regarde, observe aussi. Regarde, bon, Salim Laibi, je sais que c'est pas tellement une référence, mais enfin, il se bat à sa façon. Skadi Web TV, il est franco-algérien. Il adore son pays. Tu vois, par exemple, dans les adhérents de l'UPR à Solino, même si tu adhères pas à 100%, ce sont quand même des souverainistes. Et tu sais que parmi eux, il y a énormément de franco-algériens et de franco-marocains, etc. Tu vois, qui sont souverainistes, qui aiment leur pays. Moi, je reste positif et ne focalise pas comme font BFM, VC et compagnie sur les racailles de banlieue. Je sais, il y en a, mais c'est pas tout. Ils font pas tout. Ils sont pas le tout. Ils sont pas 90%. C'est pas vrai. Il faut voir aussi les bons et qui se sont mêlés et dont on se rend même pas compte et qui font beaucoup de bien et qui aiment leur pays. Non, mais moi, j'ai jamais dit que c'était une histoire de couleur de peau ou de mélange de sang. Hein. J'ai jamais dit ça. Moi-même, je suis mélangé, hein, donc c'est pas du tout le problème. Il y a des Français noirs qui sont fantastiques. Il y a des Arabes qui sont fantastiques. C'est pas du tout le problème. Être français, c'est pas une histoire de couleur de peau, de race ou de religion. Être français, c'est avoir envie d'aimer son pays, d'aimer les valeurs de la France, de ce qu'elle véhicule dans le monde. C'est ça être français. Quand on en arrive au point de se réunir par centaines pour lyncher des flics, même des femmes flics, c'est grave. Moi je dis que c'est grave. Quand on est dans un pays où on est français, où on part faire le djihad pour faire la guerre contre son propre pays, c'est très très grave. C'est-à-dire, on arrive à un stade où on a dans notre pays des populations qui sont françaises parce qu'on leur a donné la nationalité, alors qu'elles ne se sentent absolument pas françaises. Et ça, il faut le dénoncer. La politique de l'autruche ne sert à rien. C'est pas une histoire d'être pessimiste, c'est qu'on laisse dans notre pays des gens qui sont un poison pour notre pays. Il faut le dire. Et c'est pas parce qu'ils sont africains ou c'est pas pour ça que je dis ça. C'est parce qu'ils détestent la France. Ils seraient serbes, croates, tout ce que tu veux. Je dirais la même chose. Sauf que bon, il faut dire ce qu'il y a dans ces banlieues, ceux qui foutent le bordel. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a des foisons de vidéos qui ont été faites par justement des blacks, des beurs de banlieue qui sont montés au créneau en disant que c'était un scandale d'avoir lynché une femme à 60 contre 1. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Donc, moi, j'ai jamais dit que le fait d'être mélangé était un handicap pour être un Français exemplaire. J'ai jamais dit ça.
Par contre, je voulais répondre juste vite fait à Lord Sparda qui me dit que son fils de 5 ans qui a la grippe a eu 40 de fièvre la nuit dernière. Il faut lui donner du Belladonna. Du Belladonna en 5 CH, tu lui en donnes un granule toutes les demi-heures jusqu'à ce que la fièvre descende. Il ne faut pas le laisser comme ça. Du Belladonna. Hein, 5 CH, pas en 9 CH, en 5. Oui, alors, pardon, voilà, je reprends. Donc voilà, moi j'ai jamais dit le contraire. Par contre, après Salim Laïbi, pour moi c'est un mec qui est ultra communautaire. Bon, il fait la critique un petit peu des racailles de banlieue, mais il défend toujours systématiquement l'islam. Moi je suis désolé, dans l'islam il y a des choses aussi qu'on pourrait critiquer. Je passe mon temps, hein, même encore hier soir, j'ai encore parlé avec des Marocains qui il y a 5 ans ne reconnaissaient pas que j'avais raison sur quand je critiquais certaines choses sur l'islam, qui aujourd'hui le reconnaissent. Donc il faut quand même avancer, dénoncer les choses. Il y a des choses qui ne vont pas, aussi bien dans le fonctionnement de la République que dans certaines religions. D'ailleurs que dans toutes les religions, il y a des imperfections, il faut le dire. Et moi j'aime bien, pas dénoncer, parce que c'est un peu prétentieux de dire dénoncer, mais j'aime bien mettre en lumière les défauts. Alors c'est pas du pessimisme, je pense pas. Je pense que c'est mon habitude d'avoir travaillé justement sur mes noirceurs, et je pense que c'est en regardant les parts d'ombre qu'on arrive à les remplacer par de la lumière. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas vraiment du pessimisme en fait. C'est que le monde est noir aujourd'hui à 90%, et que j'aimerais qu'il le soit à plus à 50%. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Jim, vraiment, sur le fait que nous avons une élite ici en Europe et en France qui est traître en fait et qui organise, je suis d'accord avec toi, une entrée sauvage comme ça et pas du meilleur, hein, pas de la crème forcément. Et d'ailleurs, je suis tellement d'accord avec toi que je m'en souviens, bon, j'ai ton âge, hein, je suis dans 66, dans les années 80, je vivais en plein centre d'Alger. Bon, on vivait bien, un peu à la française, mais moins aisé, moins riche, mais enfin, on vivait relativement bien avec un islam de grand-mère, tranquille. Très typique algérien et rien à voir avec. Et d'un coup, à la fin des années 80, on avait juste quelques petits jeunes voyous, tu sais, délinquants qui n'avaient pas réussi leur cursus scolaire, qui étaient incapables de tout, enfin incapables de travailler. Des voyous qui buvaient, qui fumaient, qui dealaient, qui emmerdaient les filles en bas des rues. On avait ça en bas des rues. Et du jour au lendemain, ils étaient plus là. Ah bon? Et à un moment donné, on les a vus à sortir à 5-6 heures du matin, aller à la mosquée, passer toute la journée dans la mosquée, habillés d'un accoutrement dont on n'avait pas du tout l'habitude. On les entendait parler d'Arabie Saoudite. Ils allaient, ils venaient. Ah bon? Pour nous, c'était très loin l'Arabie Saoudite. Et ils commençaient à avoir du pognon, du fric, alors qu'ils n'étaient pas capables. Et donc, du coup, ça a commencé à pousser comme des champignons. Il y a une espèce de contamination et on les entendait parler de voyages d'aller-retour en Arabie Saoudite. Ah bon? Et ils commençaient à devenir de plus en plus arrogants et de plus en plus à nous commander, ne fais pas ci, fais pas ça, te maquille pas, enlève ta jupe, voilà, mets ton voile, etc. Ils ont commencé à nous emmerder. Et alors là, il y a un truc que que je comprenais pas à l'époque, c'est que, alors eux et puis leurs smalas, les nanas, leurs femmes, etc., il était très aisé pour eux d'aller à Londres. Et je me rappelle, ils se vantaient d'aller à Londres en masse parce que là-bas, ils nous disaient là-bas au moins on nous aime, là-bas au moins on nous accueille et là-bas au moins on peut appliquer la charia tranquillement. Et donc, ils avaient tapis rouge à Londres, alors que pour nous, enfin, les Algériens locaux, même des gens instruits, des gens bien éduqués, etc., qui voulaient voyager ne serait-ce que pour les vacances, c'était la croix et la bannière pour obtenir le visa. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Les Anglais sont fous. À quoi jouent-ils? Mais qu'est-ce que c'est que cette naïveté? Je pensais que c'était de la naïveté. Mais là, aujourd'hui, avec les événements, maintenant, je comprends. C'était voulu, c'était provoqué. On voulait récupérer cette racaille, entre guillemets, voilà, pour en faire ce dont on a assisté ces dernières années. Maintenant je le comprends. Tu viens de dire est hyper important parce que c'est justement ce qui démontre et ce qui prouve qu'il y a bien eu à une époque, alors je sais pas, je suppose que tu dois nous parler d'une époque qui doit remonter vers les années 75, un truc comme ça, non? Non, à la fin des années 80, tu sais, à l'apparition du terrorisme, juste avant les années 90, les années noires
en Algérie, tu sais, Il y a eu la l'explosion décennie noire, oui. du terrorisme. C'était à la fin des années 80. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'Algérie. Donc moi, j'ai pas assisté aux années difficiles, mais c'était les débuts, c'était les prémices. D'accord, mais en fait, ouais, mais parce qu'il a fallu qu'ils grandissent. Cette génération-là a fallu qu'elle grandisse, donc C'est ça. elle a dû commencer à naître vers les années 70 Oui, pour arriver vers la maturité, on va dire. oui. Mais Je dirais les années 80 plutôt, parce que les années 70, vraiment, on vivait un peu à la française. Tu vois, on était encore sur les restes de la colonisation, de cet esprit. Les années 70, 80 ont été particulièrement... c'est un virage. ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un pacte qui a été fait entre le gouvernement français et très probablement aussi le gouvernement anglais et l'Arabie Saoudite et le Qatar par rapport à l'explosion au krach pétrolier qu'il y a eu en 73. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la guerre des 6 jours là, entre Israël et l'Égypte, les Égyptiens se sont fait humilier par Israël. Ils ont été battus en 6 jours. Et il n'y a personne de la communauté internationale qui a réagi pour aider l'Égypte en fait. Donc l'Arabie Saoudite qui fournissait le pétrole à l'époque un peu à tout le monde, et le Qatar, ils ont dit bon, puisque c'est comme ça, on va faire grimper le prix du pétrole, on va punir un peu ça. Et c'est la France et certainement l'Angleterre qui ont dit non, non, pas nous, pitié, ne faites pas grimper trop pour nous. Et donc ils ont dit d'accord, mais alors en échange, vous allez accepter nos imams, nos wahhabistes, les frères musulmans, nos salafistes, et on va faire l'éducation islamique chez vous. Et à partir de ce jour-là, le gouvernement français a dit OK. Et ça, on trouve un document, hein. Il y a vraiment un pacte qui a été signé. Et c'est pour ça que tu as vu arriver après, dans les années qui ont suivi, sous Mitterrand, qui a laissé encore plus rentrer du monde, la montée du salafisme, de cette espèce d'islam où ils ont commencé à revenir au Moyen-Âge, comme en Arabie Saoudite, où on coupe les mains, etc. Et si on les avait laissés faire, effectivement, ils auraient commencé à appliquer la charia dans le 9-3. Donc, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont apporté les salafistes et les frères musulmans en Europe, en France et en Angleterre. Et effectivement, les Anglais aussi ont laissé faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on en a malheureusement beaucoup, dont une partie sont partis rejoindre Daesh il n'y a pas longtemps, mais il y en a encore pas mal chez nous, quoi. Et heureusement que dans la communauté islamique, on a fini par dire que le wahhabisme ne faisait pas partie de l'islam, donc ils se sont fait dégager, mais il reste quand même que le salafisme et les frères musulmans sont quand même toujours considérés comme musulmans. Or, moi je dis qu'aujourd'hui, l'islam doit faire sa révolution. C'est à son tour et c'est l'heure pour elle de faire sa révolution. Je sais que 80% des musulmans sont pacifiques, mais il en reste 20%, et ça fait un certain nombre, ça fait au moins 300 millions de personnes qui sont potentiellement dangereuses. Voilà. Et ils sont en France, ils sont en Europe, ils sont là, et ils attendent qu'un mot pour tout faire péter. C'est grave, hein. C'est très grave. Hein. Parce que moi je sais que les Algériens comme toi, ou les Français d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne de cette époque-là, sont des gens qui n'ont pas d'autre souhait que de vivre en paix et qui pratiquent un islam, comme on dit, oui, les Kabyles aussi, bien sûr, qui pratiquent un islam, comme on dit, modéré, ou qui est plus culturel que religieux en réalité. Ouais. Et ça, ça fait, n'oublions pas que ça fait aussi le jeu d'Israël. Hein. Ah ben oui, c'est certain. Voilà, c'est eux qui se frottent les mains parce qu'ils savent qu'en faisant affronter les musulmans radicalisés avec les occidentaux, ça fait comme ils disent, ça passe le balai. Et pour eux, c'est le balai d'Israël, c'est Ismaël. Hein. Ils le disent clairement, hein, donc ils s'en cachent pas. Mais quand tu dis aux gens que c'est Israël qui manipule derrière, ils sont pas encore prêts à entendre ça. Pour eux, quand tu dis ça, t'es antisémite. Bah, c'est grave, quoi. Moi, je sais plus quoi dire. Je suis d'accord. Donc, tu vois, tu me dis que je suis pessimiste, mais j'aimerais bien être optimiste, franchement. Mais je sais plus quoi dire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la France est un pays qui est vraiment vérolé par des forces sombres. Vraiment. De toute façon, je crois que c'est le pays qui est le dernier qui est à la traîne de la liberté d'expression sur Internet. La France. On en est là, hein. On est vraiment sous une dictature, mais on l'est déjà. Mais les gens ne s'en sont pas rendus compte parce que, comme dit Soral, il l'a dit récemment,
On est dans un pays où il y a une totale liberté de consommation. Donc tant qu'on peut acheter son dernier smartphone, sa dernière télévision LED, et qu'on peut acheter tout ce qu'on veut, picoler, on s'en fout, personne ne réagit. Parce qu'on est dans une société de consommation totalement libre à ce niveau-là. Par contre, on n'est pas du tout libre de s'exprimer et de dire ce qu'on veut. Là, à ce niveau-là, on est dans une dictature. Et c'est déjà le cas. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est la sagesse ancestrale là, qui nous a appris à dire que c'est un mal pour un bien. Je reste un peu sur ça. Et je me dis que tout est possible et les miracles sont possibles. Et j'ai vu des miracles à mon échelle, à moi, dans ma petite vie, de rien du tout. Mais j'ai vu des choses en y croyant très fort, ça se réalise. Donc, je me dis c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que je pense que si Dieu laisse faire le malin, c'est que quelque part, à un moment ou à un autre, c'est pour réaliser le bien. Et que ça se retournera en bien, finalement. Ça nous permettra d'évoluer. Absolument, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, j'aurais préféré que ça se passe sans les effusions de sang qui risquent d'arriver. C'est vrai. Voilà, j'aurais préféré que ça se passe. En tout cas, c'était le but de mon travail. Voilà. C'est sûr. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions sur le plan santé ou enfin, je sais pas, je vous écoute. Parce que comme on est lundi soir, on va peut-être faire pas trop long. Il y a des gens qui travaillent demain, par exemple. Donc, si vous avez des questions précises, je vous écoute. Bonsoir Jim. Hello. On m'entend? Oui, vas-y, on t'entend. Salut le breton. Oui, ça va tout le monde? Ça va. J'aurais voulu savoir avec Jim, j'ai des douleurs intercostales suite à une chute en footing, et j'ai comme des au niveau musculaire quoi, ça me pique autour de la nuque et au niveau des côtes. Mais ça fait 1 an maintenant que j'ai cassé mes côtes, donc les côtes, depuis le temps, ça s'est ressoudé, mais j'ai des douleurs depuis. Et avec l'homéopathie, est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Et sinon, avec quoi? Ouais. Ouais, l'homéopathie, ça va peut-être t'aider à soulager un peu la douleur, mais c'est pas ça qui va te... Moi, je pense que tu as dû déplacer une vertèbre ou quelque chose, peut-être même 2, et je pense que tu devrais aller voir un ostéo. Est-ce que tu en as vu? J'ai déjà été voir un ostéo, ouais. Alors? Et il m'avait dit, normalement, elle m'avait dit, normalement, dans 3 semaines, tu peux recommencer à courir pour essayer. Et j'avais recommencé et j'avais pu faire sur le coup, mais le lendemain, ça a été la grosse descente. Et le deuxième jour, et le troisième jour, de pire en pire, j'étais de plus en plus crevé. Ça me pompait, ça me faisait mal un peu. Bah, il faut aller en voir un autre alors. C'est que c'était pas le bon notre ostéopathe. Ah d'accord. Alors, ils sont pas tous idem, hein, ils sont pas tous identiques. Ils ont tous leur technique. Et il y en a qui vont... Il y a des homéopathes qui pratiquent aussi l'acupuncture et qui permettent de remettre aussi les énergies en place. Hein. Donc, essaye de voir un petit peu, de t'orienter là-dessus. Mais l'homéopathie, pour ce que tu as, je vois pas trop à quoi ça va te servir. D'accord. Merci. Pour la douleur, tu peux prendre de l'arnica. En 5CH. Tu peux toujours en prendre. Hein, mais c'est pas ça qui va te résoudre ton problème de fond, je pense pas. Mais non, là, c'est plus une douleur qui me gêne. Hein. C'est de temps en temps. Quand j'ai le hockey, par exemple, j'ai une petite douleur. Ou quand je vais forcer un petit peu trop en allant courir de retour. Sur le coup, j'aurais pas mal, mais c'est le lendemain, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé. T'as un truc qui est encore déplacé. D'accord. Ouais, les picotements autour de la nuque, ça, c'est une vertèbre qui s'est déplacée. Ok. Je vais voir ça. Merci, Jim. T'en prie. Sinon, sur l'arthrose, tu peux dire quoi? Ah, l'arthrose. Alors, c'est une déformation osseuse, l'arthrose. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, déformation osseuse, moi, je vais te parler en tant qu'étudiant en médecine chinoise, de tout ce qui touche à l'ossature et à la déformation ossature, c'est la sphère de l'énergie du rein qui est touchée. Donc, ça veut dire que tu as le méridien, l'énergie du rein qui est perturbée. Donc, il faut essayer de voir pourquoi ton énergie du rein est perturbée. Est-ce que tu t'es chopé
une infection il y a quelques années en arrière, urinaire? Est-ce que tu as eu un problème à ce niveau-là? Est-ce que tu as eu des calculs rénaux, des trucs comme ça? Non, c'est pas moi, c'est mon ami. Bah ouais, mais est-ce qu'il a eu ces problématiques? Elle a eu plein de trucs. Et ouais. Donc il faudrait voir, parce que je pense qu'il y a certainement un gros travail de nettoyage du terrain rénal à faire. Et après, les problèmes d'arthrose s'estompent et les déformations osseuses reviennent dans l'ordre. Ouais. Ouais, véridique et contrôlé. Et je l'ai même vu sur moi-même. Hein. Donc même ma mère qui s'est fait récemment opérer, pas récemment, c'était il y a 3 ans déjà, elle s'est fait mettre un genou artificiel, c'est un genou complet. Mmh. Et les médecins ne comprenaient pas pourquoi elle avait mal encore au bout de 2 ans. Et ben, il semblait qu'elle avait justement une déformation osseuse, donc les os en fait, ont poussé légèrement, comme si elle était toujours en croissance à 74 ans. Et ils ont dit c'est pas normal, en fait, l'implant a bougé parce que les os se sont déformés. Donc je l'ai envoyé chez un thérapeute qui est un de mes formateurs qui monte à Paris de temps en temps. Il l'a vu, elle avait des germes sur la sphère rénale. Vraiment, le méridien du Rhin était très perturbé, donc il lui a enlevé, il a nettoyé tout son terrain. Et au bout de 4 mois, les douleurs ont cessé parce que justement, l'os arrête de se déformer à partir du moment où on arrête de trifouiller, de perturber l'énergie du rein. Ouais. Donc, l'arthrose, il faut travailler sur l'énergie rénale, il faut faire un nettoyage à ce niveau-là. Moi, quand je parle de nettoyage, je parle de nettoyage bactérien. Ouais, d'accord. Là, en ce qui concerne Donc, ça. faut que je trouve ce qu'il faut pour. Toi, t'habites où? T'habites dans la... Je sais plus où c'est. T'habites. En Deux-Sèvres. Et tu peux te déplacer ou pas? Oh non, je pourrais pas. Non. Ah ouais, ça c'est plus difficile. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est un gros problème. Hein. Non, mais déjà, je vais essayer de trouver des enfants. Et Jim, Ouais. Je te tu sais, remercie du moi, conseil. oh, pardon. Jim, alors moi j'ai remarqué, plus que prouvé, hein, pour moi, personnellement, tout ce qui est lait de vache et dérivé de lait de vache, fromage, lait de vache, yaourt, etc., c'est une catastrophe pour les douleurs articulaires. Depuis que je n'en mange plus, je me sens comme à 20 ans. Quoi. Ah non, nous, on a arrêté les produits. Oui, voilà. Des laits d'amande, des choses comme ça. Super, voilà, c'est ça. J'en ai Si, pas parlé. en fromage, on prend encore de la brebis. Ah ben même la brebis, moi ça me le fait. Hein. Ça me fait mal. Hein. J'avais essayé brebis, on m'avait dit essaye brebis, mais même brebis. Hein. C'est sûr qu'il faut essayer d'éviter. Hein, il faut essayer d'éviter complètement les laitages pendant un certain temps. Complètement. Parce que c'est. On n'a pas les enzymes pour digérer le lait de mammifère autre que le lait de la maman. Ouais, non, mais tu l'avais déjà dit, puis j'ai vu des choses à ce sujet. Ouais, c'est vrai que sur moi, ça a été spectaculaire en tout cas. Mais zéro, par contre, c'est zéro. Dès que j'en mange un petit peu, même un peu de fromage de chèvre, ça revient. Non, nous, on essaye d'éviter au maximum. Bon, hein, mon ami est à la retraite. Elle a envie de prendre du plaisir de temps en temps. Le problème, c'est que ça paye cher. Ouais. Il faut se faire plaisir, de toute façon, c'est bien de garder quand même un minimum pour son. Mais quand on est dans une phase où on souffre et où il faut nettoyer, il faut faire l'effort de faire une diète, de se passer de choses qu'on aime et qui nous font du mal pendant un certain temps quand même. Ouais, non, puis bon là, j'ai trouvé quelques tisanes, des pistes et tout pour qu'elle se fasse un lavage de ce côté-là et on va voir ça après. Mais il a raison, Dim. Hein. Franchement, je l'ai testé. Moi, je pensais que j'allais en mourir tellement j'étais malade. Mais la diète, par exemple, moi, j'étais très, très malade du gluten. Hein. Je pensais que j'allais en mourir. Et les médecins me regardaient avec de gros yeux en me disant c'est psychologique. Je leur disais non, j'ai quelque chose qui ne va pas. J'allais aux urgences sans arrêt. J'ai passé quasiment 5 ans au lit, sans me lever quasiment. Tout ça rien qu'à cause du gluten et puis le lait de vache, etc. J'étais complètement amorphe. Ah ouais, d'accord. De toute façon, là, on travaille là-dessus. On peut pas tout faire en même temps. Hein. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire, etc. Donc on travaille petit à petit.
à restaurer la façade du vieux monument. Souvent, quand les gens me demandent ce que je pense de la fatigue chronique, Mm. 95% du temps, la fatigue chronique, elle vient des problèmes intestinaux et des germes qu'on a dans les intestins. Et donc, quand on mange du laitage alors qu'on a des problèmes intestinaux, par exemple, ou qu'on a des germes intestinaux, c'est une boucherie, hein, ça multiplie encore les problèmes. Hein. Parce que le lait de vache, au niveau des intestins, ça passe pas du tout, quoi. Le gluten aussi, Jim. Le gluten, c'est mortel. Pour les gens qui en sont effectivement, qui supportent pas, ouais. Bien sûr, évidemment. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut guérir, il y a des efforts à faire, il y a des changements, des prises de conscience alimentaires à faire. Et c'est vrai que quelqu'un Jérôme qui m'écrit que je suis un drogué du fromage, oui, moi c'est vrai. J'ai été un gros drogué au fromage, un gros drogué au sucre. Et quand j'ai vu les problèmes d'intestinaux que j'ai eu il y a 5 ans et que j'ai failli finir sur une chaise roulante, il y a une prise de conscience qui est faite. C'est qu'il faut changer, il faut arrêter à un moment donné de prendre des choses qui nous font du mal, c'est tout. Hein. Ce qui ne m'empêche pas maintenant que ça va mieux, de me refaire des petits plaisirs de temps en temps, me faire un bon fromage ou me manger un bounty. Voilà. C'est ça les drogués du sucre. Vous gardez un petit peu de plaisir quand même, gustatif. Bon ben voilà, je pense que c'est bien. Si vous avez encore des questions, j'écoute. Si vous n'avez pas de questions, on va se laisser. Un de ces quatre, on fera un bœuf si tu veux. Avec plaisir. Bon, on prévoira, on te dira les morceaux à voir avant. Blues, tout ça, tu connais? Ah bah si au bout de 30 ans de musique je connais pas un blues, je pense qu'il vaut mieux que je me pende directement. Ouais, non. Pas de problème, t'inquiète pas. Je peux accompagner. Un soir où tu arriveras plus tôt, on verra. On fera ça en privé. Ok. Même on a inauguré tout à l'heure en t'attendant. Ah bon? Ouais, ça c'est passait super. pas mal. C'est pour ça que je te le propose, parce qu'on a testé avant. Ouais. Ah ouais, mais avec qui? Avec Dragon Céleste. Et puis il y avait, comment il s'appelle, Gaetano. Lopez, truc comme ça. Ouais, c'était Marc. Ouais, Ah, bien. Alors, voilà. Bah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, comme ça, pour le plaisir. Hein. Bien sûr. Ok. Moi, je suis encore en France, toi, t'es là-bas. Ouais, je suis en train de dire adieu à ma carrière de musicien, petit à Mais petit. tu sais qu'il y a des gars qui font des disques par correspondance. Comment? Je disais, tu viens de dire adieu à ta carrière de musicien et je suis curieux, tu dis bonjour à quoi? Thérapeute. La carrière de thérapeute. Alors là, Oui. vous savez, devant ça, moi, je me tais. Ah, moi aussi, je suis en admiration. C'est mon rêve. Dans une seconde notre vie, ça serait le rêve, ouais. Non, mais c'est pas si long que ça de faire une formation d'ayurvédique. Il y a plein de formations qui sont pas très longues, qui sont sur 2 ans en général, entre 2 ans. On peut avoir un diplôme de naturopathe en 2 ans. Il y a plein de choses à faire en thérapie. Si ça vous plaît, faut le faire. Hein, c'est intéressant quand même. Et en plus, c'est le genre quand même de formation professionnelle qui nous change aussi intérieurement. Il y a un changement, il y a un travail qui se fait, qui s'opère. Moi, je trouve que c'est un excellent choix. Et après, c'est des choix personnels. Moi, si ça se trouve, ma formation que je suis en train de faire en médecine chinoise ne me servira à rien. Non, ça m'étonnerait. Je pense que ça va plaire. Non, j'en suis sûre. Que ça me plaise, c'est certain, mais si ça se trouve, elle ne me servira pas, parce que peut-être qu'il va arriver quelque chose qui va faire que finalement, je vais rester dans la musique. Parce que comme je fais de la composition et que je fais des arrangements pour des artistes, peut-être qu'un jour il y a quelque chose qui va sortir et qui va me rapporter quelque chose, on va dire le gros lot financier. Peut-être que je vais être obligé finalement de continuer dans cette voie et d'arrêter complètement la thérapie. Donc, on sait pas. Disons que pour moi, c'est un plan B que je. Voilà, non, mais en tournée, ça sera cool quand on aura la gueule de tu diras. Et on attend ton livre, hein. Ouais, mais justement, je suis en écriture. Non, moi, je travaille du côté des druides, alors
Waouh. Côté des druides. Ouais, côté celtique, tu vois, un peu. Il faudra que tu nous les expliques. Bah, je travaille dessus quand je serai un peu clair avec moi. Oui. Étape par étape. Voilà, pour finir 2 secondes avec les invitations, puisque j'avais invité pas mal de monde, aussi bien chez les alerteurs que chez les détracteurs, mais les détracteurs on va les oublier, puisque j'ai pu constater que c'était en fait un petit gang qui était à moitié payé par le gouvernement et l'autre moitié manipulé par les agents du gouvernement, donc on va arrêter d'en parler. Par contre, j'aurais bien aimé qu'effectivement, quelques personnes qui ont des chaînes alerteurs sur YouTube viennent sur ce Discord, qu'on puisse aussi parler. Bon, pour l'instant, ça se fait pas, je sais pas, je les attends. Voilà, je peux pas dire mieux, on les a invités, je les ai réinvités. Monsieur Jean Droc m'avait proposé de faire, avec son ami Marc Gray, avec qui j'ai pris contact, de faire une table à 3. Moi, j'attends, je suis toujours preneur. Philippe Jean Droc qui s'est un petit peu vexé sur ma dernière vidéo, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon. Ouais, c'est parce qu'il t'avait laissé un message pour te dire qu'il viendrait, et puis comme... Non, c'est pas ça. C'est qu'en privé, il m'a écrit qu'il n'était pas intéressé pour venir parler avec les jeunes là, qui nous laissent les pouces baissés. Mais par contre, j'ai fait la remarque de ma dernière vidéo qu'il n'est pas intéressé pour leur parler. Mais par contre, il aura encore fait, je crois qu'il a encore fait une vidéo de 17 minutes uniquement sur lui, sur Gigantoraptor. Bon, moi, j'avais simplement dit, quitte à faire une vidéo de 17 minutes sur quelqu'un, autant venir lui parler directement. Ouais, mais bon, c'est pareil, c'est tombé au moment où ça m'est arrivé. Il s'est vexé, il a cru que je disais qu'il ne voulait pas parler. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Voilà, donc j'espère que ça va aboutir, j'aimerais bien. Et puis pas seulement avec Monsieur Jean Droc, il y a aussi d'autres personnes. Il y a Exister en Liberté aussi qui est sur le Discord là. Ouais. Corinne, je lui ai mis un mot. Moi, je vais voir avec professeur Grandjean, lui envoyer une invitation. Ouais. Le platiste. Ouais, pareil. Sa chaîne, elle est intéressante. Lui, il parle de reptiliens. Bon, il dit que la Terre est plate. Moi, bon, de toute façon, il ne pourra jamais me convaincre que la Terre est plate, parce que c'est pas possible. Bon, pour moi, c'est absolument impossible. Mais bon, on peut quand même parler. C'est pas grave. Moi, aujourd'hui, je suis sans opinion. Je ne sais pas si elle est plate, semi-ronde, semi-plate. Si elle était pas ronde, j'aimerais juste qu'il nous explique le phénomène des décalages horaires. Il y a une histoire de... Enfin, il y a une vieille carte hindoue qui nous montre qu'au-delà du cercle polaire, c'est d'autres terres. Ouais, il y a l'histoire aussi, dans l'hémisphère nord, on a l'étoile polaire. Dans l'hémisphère sud, ils ont la croix du sud. Je lui ai une fois demandé, il n'a pas su m'expliquer ce truc, quoi. Ouais, enfin, il y a beaucoup de choses où on veut une photo de la Terre, c'est pas compliqué. Une vraie, pas photoshopée. Il peut pas te répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que la Terre est ronde, c'est tout. Il y a pas... Ouais, mais comment tu expliques que la NASA, c'est pas compliqué de retourner au globe? J'ai pas compris. Quoi? Par exemple, retourner un satellite et faire des vraies photos, une série, indiscutablement, non retouchée, et en direct, et puis on n'en parle plus. Il y en a des milliers de photos de la Terre prises de l'espace, il y en a des milliers. C'est pas parce qu'ils ont repris peut-être 150 fois la même et qu'ils l'ont retouchée que toutes les photos prises de l'espace sont fausses. Il y en a des milliers. Enfin, il y a plein de trucs qui me posent question. Moi. J'attends les réponses. J'affirme rien. Oh, mais bon, c'est pas... Moi, je vais pas revenir. En parlant d'autre chose. Non, mais on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir sur les travaux. Ouais, tu m'as fait peur. Ouais. Excuse-moi, tu m'entends, Jim, ok? Ouais. Bon. Tu es au courant et tu es au courant. Toi, c'est à toi que je parle, Jim, d'accord?
Ouais, ouais. On peut discuter de façon interminable et infinie comme ça, d'accord? D'accord. Donc, bah écoute, je souhaiterais te parler en privé ça te sera disponible, lorsque tu seras disponible, afin qu'on puisse parler entre toi et moi, d'accord? Et je sais que tu es crevé parce que tu as des choses à faire dans la vie de tous les jours qui sont fatigantes, etc. Et voilà, donc moi, je souhaite m'entretenir avec toi précisément sur des points importants. Et voilà, donc je te laisse avec nos amis et je te dis à plus. Ok? Tu me fais signe, je sais pas. Ok, ça roule. Pas de problème, bah oui, bah c'est valable pour tout le monde. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent me parler en privé, on peut se parler en privé. Il suffit de m'écrire sur un messagerie, là, sur Discord, et puis on peut se parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur la terre plate. Et puis, bah, je vous dis bonne soirée. On se retrouve prochaine Oh, la fois. terre, elle est carrée. Allez, bonne soirée à tous et bonne santé à tous. Bonne soirée à tous. À la Bonne prochaine. soirée. Au revoir, bye bye. Bonne soirée. Si vous avez des sujets, par exemple pour le prochain live chat, il y a ici sur Discord, il y a un onglet spécialisé, il y a un salon où c'est marqué sujet. Non, c'est quoi déjà? C'est sujet live Discord. Attends, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est la foire, là, il y a une foire aux questions, voilà. Et puis il y a les thèmes chat live. Hein, donc si vous avez des idées, vous les écrivez dans les thèmes chat live et puis dans les foires aux questions. Comme ça, parce que je vais souvent regarder. Donc s'il y a des nouvelles choses, je réponds toujours. Ok? Ça marche. Bon. Allez, je vous remercie, bonne soirée. Merci Jim. Merci, Jim. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Bonne soirée. Jim. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.